partout dans le monde, échouent dans des casses démesurées des machines de guerre qui concentrent dans leurs entrailles le meilleur de la technologie de leur époque. Détruites au combat, usées d'avoir trop servi ou encore dépassées par des armes plus modernes, la plupart de ces machines finissent sur le sable d'un désert ou dans les herbes folles. Certaines épaves, comme celle des sous-marins nucléaires soviétiques à l'abandon sur les côtes russes, sont une grave menace pour l'environnement. D'autres, débarrassés de leurs polluants, fusionnent paisiblement avec la nature et deviennent des refuges pour les animaux sauvages. Certaines sont délibérément coulées en mer. Elles créent des récifs où s'épanouissent coraux et poissons et offrent un terrain de jeu aux plongeurs. Une fois envoyé au cimetière ou à la casse, le matériel de guerre subit des métamorphoses inattendues qui fascinent un public toujours plus nombreux. Des passionnés, des fous d'histoire et de patrimoine, des artistes, des collectionneurs, des urbexeurs dont le plaisir est d'explorer les lieux abandonnés sont d'ardents défenseurs de ces cimetières d'épaves militaires. Sur les sables de Tucson, au Texas, plusieurs milliers d'avions de tout type sont rassemblés dans ce que l'on appelle là-bas le plus grand cimetière d'épaves au monde. Le site a été choisi par l'armée américaine en raison de la sécheresse du climat, qui met les appareils à l'abri de la corrosion. Témoins fantômes de la course à l'armement de la guerre froide, beaucoup de ces appareils ne sont plus que des carcasses vides. Toutes les pièces et systèmes en état de marche ont été démontés et réintroduits dans le circuit des pièces détachées. Après quoi, l'épave est dépolluée, puis recyclée. Certains avions sont mis sous cocon pour une remise en service qui, espérons-le, ne viendra jamais. Le cimetière de navires militaires de Landévennec, à la pointe de la Bretagne, fut autrefois très important. Son maire en est un fervent défenseur. Le lieu a accueilli des générations très différentes de bateaux. La voile, la transition après par les bateaux à vapeur, de très grosses unités qui ont stationné là. Les photos sont intéressantes parce qu'elles montrent aussi l'évolution en fait des bateaux, la forme des coques qui a beaucoup changé et on le voit bien sur ce type de photos. Depuis 1910, de nombreux bâtiments de guerre de la flotte française, cuirassés, escorteurs, dragueurs de mines, ont connu là leur dernier mouillage. Il y a eu une époque où la Marine nationale en mettait beaucoup. Il y a eu, dans les années 70, c'était vraiment un cimetière de bateaux. Un cimetière est un lieu de mort, mais peut aussi être perçu comme un lieu de vie. L'avenir de ces cimetières, c'est une question qui est souvent évoquée. Nous y croyons, c'est extrêmement important pour nous, parce que le cimetière est un atout touristique, et il va bien falloir n'importe comment que la Marine nationale mette ses bateaux quelque part dans l'attente de leur départ vers la déconstruction. Alors un avenir qui prend en compte des questions de notre époque, et notamment donc, des questions environnementales. Il y a un suivi qui est fait par la Marine nationale. De ce côté-là, nous sommes très rassurés. Si la Marine se devait de fermer le site, modestement, nous réagirions pour demander à avoir des bateaux et que ce cimetière-là continue. C'est trop important pour nous, c'est notre vie. Dans le passé, les bateaux des armées de la Marine nationale servaient généralement de cible d'entraînement au tir. Plutôt que d'être livré aux chalumeaux des ferrailleurs, le sous-marin mouilleur de mines Ruby, légende de la Seconde Guerre mondiale, a servi longtemps de cible immergée. Aujourd'hui, il abrite des murènes, des mérous, des congres et des poulpes. Certains navires des armées, appelés brise-lames, sont ancrés devant des ports ou devant des ouvrages exposés à la mer pour protéger ceux-ci de la houle et des vagues de tempête.
La marine emploie actuellement une petite dizaine de ces anciens bâtiments en brise-lames. Et l'objectif d'un brise-lame, c'est de sécuriser le plan d'eau et on s'appuie pour cela sur des grands bâtiments qui ont une capacité, de par leur hauteur au-dessus de l'eau, à arrêter suffisamment le vent qui s'engouffrerait dans le port et créerait des désordres aux bâtiments qui y sont amarrés. La marine nationale est l'une des seules marines à utiliser ces navires en brise-lames. La solution normale, c'est de réaliser un ouvrage maritime. Mais pour l'instant, il y a d'autres priorités que la réalisation de ces ouvrages. Avec la mobilisation des budgets qu'engendre la multiplication des conflits internationaux, le recours aux navires brise-lames risque de se prolonger longtemps. Derrière cette plaque figure le nom de ce bâtiment qui a été masqué au moment de la réalisation des travaux de désarmement et de mise en sécurité. Les bateaux disparaissent, mais pas leur nom. Leur nom est gardé, il appartient à la marine et à ses traditions, et dans une approche de conservation patrimoniale, on redonne le nom de ces bâtiments à d'autres bâtiments appartenant à d'autres séries. C'était les emplacements des missiles mer-mer. Tout a été enlevé. Les mouettes sont l'un des seuls habitants de ces bâtiments. Il faut faire attention à ne pas laisser le bateau complètement pris par les mouettes, car elles laissent sur les ponts des excréments qui sont agressifs vis-à-vis de la corrosion. C'est l'un des facteurs qui limite la durée dans le temps des brise-lames. De temps en temps, un dauphin solitaire vient s'ébattre dans l'eau calme à l'abri de la digue. Les brise-lames et les carcasses à bout de force sont remorquées à Landévennec, où elles attendent leur dernier voyage qui les mènera au chantier de déconstruction. Nous arrivons au site de Landévennec, qui est le mouillage d'attente des bâtiments de la Marine nationale, que les habitants de Landévennec appellent communément cimetière. Une nature à l'état aussi sauvage que possible, des bateaux qui sont là, dont on ne sait quand ils sont arrivés, dont on ne sait quand ils vont repartir, un silence, le ciel qui se noie dans le paysage. On ne sait plus où on est hors du temps. On voit très bien que ce bâtiment a été utilisé en brise-lames. La mer a développé assez fortement la corrosion. On voit que ces bâtiments sont également assez hauts sur l'eau, ce qui correspond au fait qu'on a débarqué un nombre important d'éléments qui étaient présents à bord. Les tourelles, les antennes, une partie des systèmes d'armes. Et puis à l'intérieur du bâtiment, on prélève également parfois des moteurs, des machines, des ensembles susceptibles d'être réutilisés sur d'autres bâtiments. Quand on voit ce bâtiment dans l'état où il est, qu'on se rappelle qu'il a été le bâtiment amiral de l'escadre de la Méditerranée, on voit combien le temps fait son œuvre sur un bateau qui n'est plus entretenu quand il n'y a plus d'équipage qui vit à bord. Le Colbert n'est pas seulement une belle unité, il est surtout un symbole, celui de la renaissance de la flotte française. Il a transporté le général de Gaulle en Amérique du Sud, puis au Québec. Et pour Madame de Gaulle, on avait même installé à son bord ce coin tricot, fausse cheminée et fausse fenêtre. C'est un bateau qui était puissamment armé. Il y avait des missiles à l'arrière, une artillerie secondaire sur le côté, un peu plus sur l'avant, vous avez des canons plus récents. On aperçoit encore ces radars, les radars de veille aérienne. Et même avec la meilleure bonne volonté du monde, on ne réussirait plus à lui donner vie. C'est plus le Colbert.
Les oiseaux de mer, goélands, mouettes, cormorans et fulmars, ont vite fait du bateau un territoire où aucun prédateur ne peut les menacer. Tiens, là, on aperçoit un nid avec deux jeunes oiseaux. Ici, une coquille d'œuf, une accumulation de végétaux, de l'année accumulée. Là, on voit autour du nid une quantité importante de guano qui montre qu'il y a une présence forte de tous ces animaux, de tous ces oiseaux à bord qui ont vraiment pris possession du bateau. Aujourd'hui, ils sont chez eux. Ici, vous avez des traces qui montrent à quel point la nature reprend ses droits. Une accumulation de sédiments sur le pont et des lichens qui sont en train de partir. Deux maquettes qui ont servi à l'entraînement des équipages en son temps. Et ces maquettes sont restées à bord car lorsque le bâtiment a été utilisé à Bordeaux comme musée, il y avait la volonté d'avoir un bâtiment le plus proche possible de sa configuration en service. Et au bout d'une dizaine d'années, l'équation économique de son utilisation en musée a montré qu'elle n'était pas rentable, il n'y avait pas suffisamment de visiteurs. Et à ce moment-là, le bâtiment est revenu sur ce mouillage d'attente dans la perspective de sa prochaine déconstruction. Tous les bateaux militaires sont-ils condamnés à finir au fond de l'eau ou à être mis en pièces jusqu'au dernier bout de métal? Le Maillé-Brézé démontre que cette fin n'est pas inéluctable. Ce bateau, le Maillé-Brézé, devait finir à Landévennec comme tous les navires qui étaient désarmés par la Marine nationale. Bon, heureusement, on a pu obtenir l'attribution de ce navire pour le port de Nantes pour en faire un bateau musée. Il est classé monument historique, c'est le seul bateau militaire en France classé dans cette catégorie. Pour faire vivre l'épave, l'association la loue pour des tournages de films ou des performances artistiques. C'est par la forme et par la couleur qu'on vient crypter la forme du bateau. On aimerait que de loin, le bateau paraisse le plus plat possible aussi. Durant les 2 guerres mondiales, des bâtiments militaires ont utilisé des camouflages qui brouillaient les formes des navires et gênaient les artilleurs ennemis pour ajuster leurs tirs. Ça a été un principe qui consistait à modifier la perception du bateau, donc à modifier sa structure, créer des déformations optiques, vues au travers du périscope, viennent parasiter la silhouette du bateau en gros. Si la reconversion du Maillé-Brézé a été une réussite, celle du Colbert s'est soldée par un échec. Sans doute parce que, beaucoup plus grand, son entretien coûtait trop cher. La peinture qui s'écaille de manière très hors du temps, de manière très artistique, avec des effets graphiques que l'on aurait de la peine à réaliser si on avait voulu le faire. On a devant nous de véritables natures mortes, alors des natures mortes d'un style un peu particulier, des natures mortes de bateaux. C'est assez remarquable. Les carcasses en sursis de Landévennec ont inspiré Paul Bloas, un peintre brestois qui exerce son art dans les lieux délaissés. Esthétiquement parlant, pour moi, le cimetière de Landévennec a une ambiance extrêmement pesante, extrêmement fantomatique. La ruine est toujours porteur d'imaginaire. Chacun apporte ses propres fantasmes, ses propres visions. Et comment moi j'apporte mes propres visions qui sont ces images collées.
À une certaine époque, on mettait les prisonniers militaires, notamment les marins, sur des prisons flottantes, c'est-à-dire sur des bateaux désarmés. Et là, ce que j'ai fait à Landévennec, en fait, c'est un clin d'œil à ça. Il y a une espèce de fascination. On a affaire à des objets de force, vers l'objet qui donne la mort, qui d'un coup deviennent pieds d'argile. Un bateau militaire, c'est quelque part, c'est un espèce de dragon qui vient de s'affaisser. Sur tous les bateaux, il y a marqué « interdit d'accès ». Parce que, comment ce sont des épaves extrêmement dangereuses. La rouille est tranchante. J'avais demandé l'autorisation à la Marine nationale, qui me l'a refusée. J'ai demandé au ministre directement, qui me l'a refusée. Je me suis dit, j'ai pas le choix, il faut que j'intervienne sur ces bateaux, malgré l'interdit. Et à juste titre, la Marine nationale a porté plainte contre moi. Et j'ai fait l'objet d'un rappel à l'ordre. Paul Bloas peint ses œuvres en atelier sur du papier. Il les colle ensuite dans un endroit dont il estime qu'il décuplera leur force. Bientôt, le Colbert ne fascinera plus jamais les touristes. La chaîne d'ancre est coupée. Tirée par 2 remorqueurs, la coque du Colbert entame son ultime voyage vers Bordeaux. Après 3 jours de mer, le vieux colosse s'engage une dernière fois dans l'estuaire de la Gironde. Il est amarré au quai du Grand Port Maritime. Lorsqu'il y aura de la place dans la cale sèche, les chalumeaux des découpeurs s'occuperont de sa carcasse. Rien ou presque ne se perdra, puisque 98% de la masse du bateau seront recyclés. Les métaux ferreux seront revendus aux aciéries du Pays Basque, espagnols et français. L'amiante et les produits toxiques seront traités dans l'unité spécialisée du site. Les chars de combat modernes sont apparus lors de la Première Guerre mondiale. Leur épaisse carapace d'acier n'a cessé de se renforcer. Leur équipement est de plus en plus sophistiqué, ce qui n'empêche pas que des carcasses carbonisées prolifèrent sur tous les champs de bataille de la planète. À la fin de la guerre froide, lorsque la crainte d'un affrontement armé entre l'Est et l'Ouest s'est apaisée, d'énormes quantités d'armements ont été mises au rebut partout en Europe. Après la chute du mur, l'armée allemande a réformé plus de 15 000 chars et véhicules blindés qu'elle a stockés sur ce site, à 150 km de Berlin. Une partie du matériel déclassé, provenant aussi bien de l'Allemagne de l'Est que de l'Allemagne de l'Ouest, est vendue par appel d'offres. Yves Déhomme s'approvisionne régulièrement en matériel militaire qu'il entrepose discrètement sur un vaste terrain dans un coin reculé des Ardennes belges. Tous ces véhicules, je les achetais partout mission. Ils revenaient ici, transportés sur camions remorques. Ici, ce sont les Jeeps Auto-Union DKW, venant de l'armée allemande. Ils en ont fabriqué des milliers, et moi j'en ai rentré des centaines. En 20 ans, près de 6 000 véhicules tout-terrain ont été stockés sur 6 hectares pour être revendus en seconde main, principalement en Europe, mais aussi sur le marché africain, à des acheteurs qui recherchaient du matériel robuste et à petit prix pour les carrières ou les travaux publics. Ce sont des bateaux de fabrication russe qui servaient à faire des ponts
de bateau. Des collectionneurs se sont récemment intéressés à ce type de véhicule. C'est un blindé de fabrication belge dont j'en ai acheté 14. Ce blindé amphibie est parti à 8 000 €. Ce blindé a été acheté par un collectionneur luxembourgeois. Enfin, il dépense un argent fou. La mousse qui est là, ça attire les photographes. C'est tellement beau que j'ai un professeur d'université à Anvers qui est déjà venu 2 fois pour faire des photos. Et quand ils voient des histoires comme ça, pour eux, c'est du gâteau. Dans ces forêts humides, les plantes croissent rapidement. Les mousses et les lichens se fixent sur la tôle aussi bien que sur les pierres et l'écorce des arbres. En quelques semaines, les carcasses se couvrent de végétation et s'enfoncent dans la verdure. La forêt absorbe petit à petit toutes les épaves, mais pour l'administration, ce n'est pas une solution. Dans mon petit coin d'Ardennes, c'est bien caché par des feuillus, par des bois et tout ça, mais ça dérange. Je leur ai dit, c'est ma passion, ça pollue, voilà. Ils n'ont que ça, ce sont des gens d'administration, eh bien ils n'ont que ça en bouche, ça pollue, ça pollue. Je suis obligé de les mettre à la casse parce que ça doit disparaître. Ils ne veulent plus avoir la quantité de matériel que j'ai chez moi. La quantité qu'ils acceptent, c'est une 20aine de véhicules. La faune s'est familiarisée très vite avec ces carcasses rouillées. De nombreux animaux se sont installés dans les épaves, où ils trouvent un abri confortable. Un nid d'oiseau qui est dans un camion, il est bien protégé, comme quoi notre matériel sert à la reproduction des animaux. Ceux-ci, ce sont des camions FN, fabrique nationale pour la gendarmerie. Et c'était pour les gendarmes anti-manif. Ces anti-manifs transportaient 12 gendarmes avec matraque, avec lacrymogène et tout le bazar. Moi, j'avais acheté ça en me disant, tiens, pour l'Afrique, c'est bien, ce sont des petits bus 4x4. Les paradis de rouille comme celui d'Yves Déaume attirent toutes sortes de publics. Mais les visiteurs ne sont pas tous accueillis de la même manière. Le public vient, s'il me demande l'autorisation, ils sont bien reçus. S'ils viennent circuler dans mes propriétés, ils sont reçus à la mitraillette. Et ma mitraillette, voilà, de l'huile de vidange mélangée avec du mazout. J'aime autant dire qu'il décampe.
Les engins militaires vintage d'Yves Déhomme ne peuvent manquer d'attirer ceux qu'on appelle les urbexeurs, autrement dit les explorateurs urbains qui se rendent sur des lieux abandonnés et interdits d'accès. Allez, à toi. Oh, les ambulances. La Croix-Rouge. Viens voir. Non, il y a encore les brancards. Viens, on continue. Waouh, la nature reprend ses droits. Et on va essayer d'ouvrir. Super. La carte grise. Je vais essayer de le prendre en photo. Regarde ça. Elle est toute neuve, on dirait. Belle clé. Ah, je crois qu'il n'y a plus de batterie. Elle est belle, hein? C'est beau. J'ai visité ce site il y a une dizaine d'années, mais j'ai pas pu rester très longtemps parce qu'au bout d'une dizaine de minutes, le propriétaire a tiré un coup de feu en l'air. J'ai référencé dans ce roadbook les différentes explorations que j'ai pu faire dans le domaine militaire, avec des photos très intéressantes. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on peut se rendre compte que les véhicules ne sont plus visibles du tout. Et là, on sent bien que la nature a repris ses droits. On a vu des animaux, on les a entendus, en tout cas, parfois on les a pas vus, mais on les a entendus. Disons que c'est pas nous qui sommes à notre place. On s'intègre dans les éléments et c'est ce qui fait de cette visite de nuit quelque chose de tout à fait exceptionnel. Sur ce site, la particularité, c'est qu'on trouve beaucoup de véhicules d'Allemagne de l'Est, et ça nous ramène à la période de la guerre froide. C'est une façon différente de s'intéresser à l'histoire, et c'est ce que je trouve le plus fascinant, c'est de ne pas ouvrir un livre d'histoire pour la découvrir. La société aujourd'hui, on se sent comme emprisonné, enfermé, tout est structuré, et dans l'urbex, on trouve encore un espace de liberté, et c'est ça qui nous fait vivre. Mais voilà un film qui a été tourné dernièrement. C'est un endroit qui est splendide, qui est recherché par des sociétés de production, parce que le décor de véhicules anciens venant de l'armée est pratiquement introuvable. Ces lieux sont particulièrement rares et malheureusement, la région wallonne a décidé que tous ces endroits devaient disparaître. Ils devraient être mis de côté et classés comme monuments historiques, comme décor de cinéma. En France, sur un terrain à l'écart, un autre cimetière, jonché de jeeps, d'ambulances et de camions, mais cette fois américains, se transforme parfois en plateau de tournage. Ces véhicules de la Seconde Guerre mondiale semblent attendre le souffle des équipes de cinéma pour se réveiller.
Ce qui est fascinant ici, c'est que c'est un lieu de tournage assez fantastique pour les cinéastes. Et on a plus de 650 véhicules et du coup, ça crée un paysage complet. Et même nous, je dois dire qu'en hiver en particulier, les petits matins blanchis, c'est vraiment assez impressionnant. En été, il y a une végétation qui peut être tout à fait luxuriante, qui engloutit pratiquement tout le parc. C'est un cimetière des éléphants, en fait. C'est-à-dire qu'il y a tout un morceau d'histoire et en même temps, à l'intérieur, des choses très rares. J'ai beaucoup d'artistes qui viennent. On a eu des mannequins qui ont fait des photos de mode. On a des photos d'art. C'est une scène du film. Donc, à l'époque, c'est vrai qu'on avait peut-être 500 ou 600 volants. Là, on en a beaucoup moins, mais c'est vrai que c'est un vrai cimetière. Et c'est impressionnant de le revoir comme ça, après de nombreuses années, de voir qu'il s'est effectivement pas mal vidé, quoi. Pour moi, de toute façon, le cinéaste, il a repris cet endroit-là, qui est certainement le plus emblématique de la maison. Oui. Ces matériaux, même s'ils peuvent sembler morts, etc., en fait, il y a toujours quelque chose de vivant. Les hommes qui viennent ici veulent faire vivre un morceau d'histoire, ils veulent faire vivre un morceau d'art, ils veulent faire vivre quelque chose. On peut y voir une forme de fin du monde. Il y a en plus la nature qui reprend le dessus dans certains véhicules et qui ne nous empêche pas, en fait, et c'est surtout ce qui surprend les gens, c'est que ça ne nous empêche pas tout à fait de démonter des pièces, de les remonter, de les restaurer, de refaire des véhicules neufs avec ce qui paraît être des épaves condamnées. On a du mal à concevoir que ces engins, qui semblent destinés aux broyeurs, puissent rapporter de l'argent à leurs propriétaires. Pourtant, ce sont les pièces d'un véritable trésor. Ici, vous avez le petit frère de l'Halftrack qui s'appelle Scootcar. Il vient d'être vendu 8 500 € à un Italien collectionneur qui nous a déjà pris un Halftrack l'année dernière. C'est un véhicule, une fois refait, qui sera entre 50 et 70 000 €. Près de 300 ambulances, fabriquées pendant la Seconde Guerre mondiale, ont été entreposées ici. Il n'en reste plus aujourd'hui qu'une quarantaine. Ici, on a deux types de croix. Le premier modèle, c'était le modèle en fait aux normes de 1914, mais les Américains les ont agrandis pendant la Seconde Guerre mondiale parce que, évidemment, vues d'avion, elles étaient trop petites et on risquait de bombarder des blessés. Là, on démonte un certain nombre de pièces et maintenant, comme les collectionneurs sont devenus de vrais archéologues, ils reprennent des fois des véhicules dans cet état-là pour les refaire intégralement. Ce véhicule, ce n'est plus qu'un squelette parce que nous en avons vendu pour 5 ou 10 clients. Nous pensons que nous vendrons encore le réservoir sur ce véhicule, les pare-chocs et les ressorts qui, malgré une allure un peu moussue, seront restaurés, sablés, lavés et pourront servir sur un véhicule qui pourra rouler dans des conditions tout-terrain sans aucun problème. Les Américains se sont préparés à faire la guerre 30 ans. Ils n'étaient pas du tout sûrs que l'Angleterre, ou surtout que la Russie, ne capitulerait pas. Et quand ils ont construit ces véhicules, ils ont construit pour pouvoir les stocker, pour pouvoir les conserver très très longtemps. On a la chance d'avoir pas trop de pluie. Le froid et la neige n'est pas vraiment un problème pour ce genre de véhicule.
Et on n'a pas trop d'air salin, donc ça nous permet de les conserver assez bien. Après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'engins de l'armée américaine en état de marche ont été mis au rebut ou vendus à bas prix à l'armée française. Le père de Jacques avait senti le bon filon en rachetant en quantité ce matériel des surplus militaires. Ses premiers clients ont été les entreprises de travaux publics et les forestiers. Les collectionneurs ne sont venus que bien après, dans les années 70. Ce cimetière d'épaves sert de refuge à de nombreux animaux qui viennent s'y cacher en période de chasse. La spectaculaire réconciliation de la rouille et de la nature pourrait déboucher sur un tout autre projet que celui d'aujourd'hui. Je commence à me poser des questions, d'essayer de conserver effectivement un certain nombre de véhicules avec comme seule finalité de les montrer dans cet état. C'est est-ce qu'on peut laisser ça dehors ou comment on peut le protéger, parce que malgré tout, même si c'est là depuis longtemps, même si c'est des fers un peu épais, ça finit quand même par fondre un peu. Jacques Lascombe a pour client plusieurs musées d'art contemporain. Celui de Thierry Hermann, la demeure du chaos près de Lyon, est le plus grand hommage qu'on peut faire à la rouille qui grignote la vie. Salut Jacques, Comment ça tu va bien? vas? Eh ben voilà, on l'a. On a bien fait, tu vois, entre le quart de CRS et ça, c'est beaucoup plus symbolique, c'est dans l'air du temps. Qu'est-ce que tu en fais ce coup-ci? Ah bah écoute, on va le customiser à la Mad Max, on va le mettre en situation, comme on dit. Donc tu peux t'appuyer là-dessus, tu peux monter dedans et tu peux monter dessus. Hop. C'est de la tôle épaisse, ça craint rien. Tu peux aller là-dessus, il n'y a pas de souci. La demeure du chaos expose la vision de l'artiste Thierry Hermann qui met en scène l'apocalypse qui plane au-dessus de nos têtes. Les œuvres présentent les guerres, les attentats, les drames qui ont ravagé notre monde et dont l'histoire n'est pas close. C'est bon, superbe. T'as bien pris Tu la... peux braquer là? Ouais, c'est tout bon, tu peux. Tu peux braquer encore un peu? Vas-y, réattaque. C'est bon. Ça prend, c'est bon. À gauche, moi j'ai la main, c'est bon. On va pouvoir le finir à la main. Allez. Allez. Vas-y, Voilà. voilà, on est bon. Affaire terminée. Voilà. Une affaire qui roule. Hop. L'œuvre, il faut déjà voir qu'elle fait pratiquement 27 mètres d'envergure. Donc il a fallu démonter, arriver avec des grues spéciales et démonter les ailes. Une grue de 90 mètres de haut. On enlève d'abord le corps central de l'appareil. Donc là, il y a une préparation d'environ 2-3 jours. Il a quand même un certain poids au-delà de 25 tonnes. Et surtout, il a fallu le dépolluer, sachant qu'il y a énormément d'huile hydraulique pour pouvoir l'exposer au grand public. Mais on a essayé vraiment de garder, je dirais, l'intimité, c'est-à-dire sa carcasse. Alors, cette sculpture installation monumentale est utilisée par de grands photographes. Ils ont su parfaitement décrypter et comprendre cette violence que caractérise ce type d'œuvre. En fin de compte, la violence vient du ciel. Et cette carcasse échouée, c'est pratiquement l'ouverture du XXIe siècle avec les deux avions qui se ruent dans les Twin Towers de New York.
Ce qui est intéressant, c'est que la guerre, au départ, s'incarnait dans l'humain. Au XXe siècle, surprise, la guerre s'est incarnée dans les tanks, puis l'aviation, puis tous les véhicules militaires. Et c'est pour ça que nous autres artistes et plasticiens, on a cette fascination pour transformer le véhicule militaire, qui est en même temps symbole de peur, de mort, de post-apocalyptique, et aussi de transformation de la société. On a une cinquantaine d'engins militaires de toute taille. Là, on a un hélicoptère de l'armée américaine. Fait intéressant, là, on a un véhicule anti-guérilla urbaine qu'on a aménagé spécifiquement, qui est un monstre, dans lequel on peut voir, c'est une vision de la Mad Max, hein, qui finalement symbolise très bien notre siècle, comme quoi finalement le cinéma précède la réalité. Et une fois de plus, le spectateur se prend de plein fouet le regard obscur du XXIe siècle. Il y a réellement une poésie du matériel militaire. Beaucoup d'artistes ont métamorphosé des engins blindés dans des œuvres singulières, mystérieuses, terrifiantes ou amusantes. Armand, un artiste français, a récupéré des blindés et des canons pour créer un immense totem d'épave dans du béton. La demeure du chaos attire tous les ans 120 000 visiteurs qui se questionnent sur notre monde. Ils ont quelque part ce besoin d'avoir peur, ce besoin de se réconforter aussi, ce besoin peut-être d'approcher l'inapprochable, la recherche macabre et en même temps l'espoir. Que vont devenir les nécropoles de véhicules militaires? Les plus belles pièces sont parfois sauvées par les artistes et rendues à la nature après des pollutions. Aujourd'hui, il est hors de question de s'en débarrasser en les jetant à la mer, comme ces blindés qui reposent au fond du Pacifique. La meilleure solution est le recyclage, mais il coûte cher, et seuls les pays riches peuvent se permettre ce luxe. Certains de ces matériels sont le témoignage d'une époque et d'un moment de notre histoire. À ce titre, il serait souhaitable de les protéger, sous peine de s'enfoncer dans une amnésie que nous pourrions regretter.